moi, j'ai été recruté en fait au CNRS en 71 par Jean-Claude Simon, avec qui j'ai commencé à travailler sur des questions de reconnaissance de forme. Et j'ai fait ma thèse de troisième cycle avec Claude Roche, ici présent. J'ai soutenu cette thèse en 73 et après avoir continué un petit peu, en 75, j'ai eu envie de changer et de m'intéresser au traitement automatique des langues. Et du coup, bien que restant administrativement rattaché à Jean-Claude Simon, j'étais beaucoup plus proche en fait de Jacques Pitrat, puisque c'était un des thèmes sur lequel il travaillait également. Je me suis intéressé également aux questions de conscience. Alors, sur quoi faut appuyer? C'est le bon bouton. C'est lequel le bon? C'est ça la question. Voilà. Alors, première question, qu'est-ce que ça veut dire la conscience? Le problème, c'est que c'est un terme extrêmement ambigu. On a un usage courant, c'est être éveillé, avoir une connaissance immédiate, spontanée de soi-même. Conscience psychologique, la connaissance de ses propres connaissances, la perception de ses opérations mentales. Et une conscience morale, faculté de juger ses propres actes, sans parler de conscience professionnelle, liberté de conscience, etc. Tout un tas d'autres variantes. Donc nous allons nous intéresser ici essentiellement sur les points 2 et 3, conscience psychologique et conscience morale. Alors Jacques Pitrat insiste dans un de ses ouvrages sur les limites de l'intelligence humaine, en particulier ici donc la lenteur des neurones en nombre limité, même si ce nombre est très grand, l'impossibilité de modifier la structure de son propre cerveau, le fait qu'on ait une mémoire de travail très limitée. On a la capacité d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'il appelle la réflexivité, mais on est incapable de méta-expliquer, c'est-à-dire de dire pourquoi on a eu telle ou telle intuition face à un problème. Et ces choses-là relèvent de l'inconscient, qui est chez l'homme totalement inaccessible. Alors, je me suis également intéressé à la conscience, en fait parce que, du côté de Jacques Pitrat, ce qui l'intéressait, c'était essentiellement la conscience réflexive et la conscience morale. Conscience morale, c'est-à-dire la faculté de juger du bien ou du mal de ses propres actions, le fait qu'elles sont pertinentes ou pas. Et moi, je me suis intéressé au traitement automatique des langues à travers les questions de conscience réflexive, c'est-à-dire savoir ce qu'on fait, ce qu'on connaît et ce qu'on fait, et essayer de modéliser un fonctionnement inconscient. À la suite d'Edelman, donc qui est un neurobiologiste prix Nobel, qui avait dit les fonctionnalités nécessaires à une véritable intelligence sont celles qui, fondées sur l'inconscient, permettent l'émergence de la conscience chez l'homme. La question qui se pose, c'est pourquoi ce ne serait pas la même chose chez les machines. Alors, quelques idées de base de Jacques Pitrat sur ce problème en un plan général. Il souligne que les chercheurs ont deux grands défauts. D'abord, ils sont trop intelligents, les chercheurs en IA, et pas assez paresseux. C'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes des choses que l'IA devrait leur permettre de ne pas faire. Par ailleurs, l'IA, c'est, de son point de vue, le problème le plus difficile auquel l'homme s'est attaqué. C'est vrai que pour tous les chercheurs, leur propre domaine, c'est à peu près la même situation. Mais disons que pour nous, c'est peut-être plus vrai, quoi. Exactement. L'homme n'est peut-être pas assez intelligent pour résoudre ce problème de l'IA générale. Et donc, comme ça a été souligné précédemment, il faut s'aider des systèmes d'IA eux-mêmes, d'où les questions d'amorçage dont on vient de parler. Et question de méta également, c'est-à-dire qu'après a été toujours présente dans l'esprit de Jacques Pitrat, après la résolution d'un problème, ce qu'il faut, c'est réfléchir sur ce qu'on a fait, généraliser et apprendre à partir de là pour avoir des méthodes de résolution plus efficaces par la suite. L'idée aussi est qu'on ne va pas copier systématiquement l'intelligence humaine, mais que dans beaucoup de cas, il est intéressant de s'en inspirer. Néanmoins, on arrive à une cognition artificielle qui va être différente de la cognition humaine,
On a certaines cognitions artificielles qui vont être inaccessibles aux humains. Par exemple, des mémoires gigantesques. Et vice-versa, le fait que l'homme a aussi certaines qualités qu'on ne retrouvera pas chez les machines. Par exemple, les machines sont très efficaces sur un fonctionnement sériel, mais beaucoup moins efficaces sur un fonctionnement en parallèle, alors que tout l'inconscient chez l'homme est fondé sur un mécanisme parallèle. Et puis, ce qu'il a souligné dans le numéro 100 de l'AFIA, qui avait demandé donc à tous les membres d'honneur de rédiger quelque chose, n'oublions pas l'IA forte. C'est-à-dire que, bien que pour beaucoup ça paraisse une utopie, Pitra continue à y croire, comme on a essayé de le montrer également dans les exposés précédents. Alors, conscience artificielle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donc tout d'abord, comme je l'ai dit, une conscience réflexive, c'est-à-dire le fait de connaître ce qu'on connaît, d'avoir une information précise sur ses propres connaissances, éventuellement même sur savoir ce qu'on ne connaît pas, et puis la capacité de s'observer en train de fonctionner, c'est-à-dire savoir quels sont les processus qu'on est en train de mettre en œuvre, ce qui est nécessaire donc pour apprendre, et également pour s'adapter. Il faut aussi avoir la capacité de se modifier. Et puis conscience morale, qui est nécessaire pour avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire la capacité de se dire que les choix qu'on a faits sont pertinents ou non, sont efficaces ou ne sont pas efficaces, et avec un retour donc sur les aspects de conscience réflexive. Donc certains de ces aspects ont été réalisés dans CAIA, un système général de résolution de problèmes donnés sous la forme de contraintes, on en a déjà parlé plusieurs fois. Tout ceci est décrit donc dans Artificial Beings, The Conscience of a Conscious Machine, 2009. Alors, quelles sont les caractéristiques un peu de ce chercheur artificiel ? Tout d'abord, l'ensemble de ces connaissances sont données sous forme déclarative et sont réifiées. C'est-à-dire que ce sont des objets qu'on peut manipuler. Cela permet des modifications relativement simples par uniquement le changement de la valeur d'une certaine variable. On verra qu'il y a des modifications aussi beaucoup plus complexes possibles. On a également une pile des appels de fonctions, c'est-à-dire que le système sait tout ce qu'il a empilé, ou tout ce qu'il est en train de dépiler. Cela lui permet de s'arrêter à n'importe quel moment, pratiquement, sans problème, éventuellement de redémarrer, ce que l'homme est difficilement capable de faire. Si on s'interrompt pendant qu'on est en train de faire un certain raisonnement, on a beaucoup de mal, à cause de notre mémoire de travail très petite, on a beaucoup de mal à redémarrer et à se retrouver dans le même état. Le nom technique de cette pile, c'est continuation. Merci. Et puis, on peut du coup détecter des anomalies en étudiant l'évolution de cette pile des appels de fonctions. Des anomalies comme le fait qu'il y a un bouclage, ou le fait qu'il y a des processus qui utilisent beaucoup trop de temps ou de mémoire, etc. Et enfin, on a la possibilité d'avoir une modification dynamique de ce programme lui-même, en compilant ou en créant d'abord et en compilant ensuite de nouveaux modules. Jacques Pitra montre en particulier la possibilité d'avoir écrit lui-même un certain nombre de modules dans son programme, de faire en sorte que CAIA les réécrive et puisse remplacer les modules qu'il a écrits lui-même. Alors, quels sont les avantages de ces systèmes artificiels conscients ? Donc, comme j'ai dit, ils permettent d'analyser précisément ce qu'on sait, de s'observer en train de fonctionner, de permettre une métacombinatoire et d'avoir une certaine immortalité. En plus,
ça peut avoir un intérêt pour certains psychologues ou biologistes de permettre une meilleure compréhension de la conscience humaine, mais ce n'est pas toujours vrai qu'ils le reconnaissent. Alors, reprenons ces 4 points en détail. Analyser ce qu'on sait. Donc, CAIA a accès à toutes ces connaissances, au contraire des humains, qui utilisent énormément de connaissances de façon implicite ou inconsciente. Pour utiliser de façon intelligente ces connaissances, il faut les comprendre. Ce que permet donc la forme déclarative des connaissances. On a une analyse, une possibilité de création, des modifications de ces connaissances qui sont beaucoup plus faciles quand elles sont sous une forme déclarative. Néanmoins, une forme déclarative des connaissances ne permet pas une utilisation efficace. Donc ces connaissances sont transformées systématiquement sous une forme procédurale et le mécanisme qui gère cette transformation sous forme procédurale, et ce sont des métaconnaissances donc, qui sont utilisées également, qui sont décrites également sous forme déclarative. Donc Jacques Pittrat souligne que parmi les 450 lignes de C que représente son programme à l'époque où il écrit ce livre, qui correspondent à environ 10 000 règles conditionnelles, il n'en a écrit aucune. Tous les modules qu'il avait mis dans le programme ont été réécrits par CAIA et remplacés par des modules bien souvent plus efficaces que ce que Pittrat avait écrit au départ. Donc on a une certaine efficacité de ce mécanisme. S'observer en train de fonctionner, donc là c'est une différence fondamentale entre les humains et les machines. Chez les humains, il y a une part absolument très grande des mécanismes inconscients qui ne permettent pas de savoir pourquoi on a eu telle idée au départ, pourquoi on va déclencher tel ou tel type de processus, etc. Et puis la mémoire qui est relativement faible, mémoire de travail, chez les êtres humains. Donc nous connaissons certaines étapes de nos raisonnements, mais on ne sait pas pourquoi on y a pensé à ça. Alors que CAIA peut rendre toute étape consciente, donc explicite, et pouvoir raisonner dessus. Donc comme je l'ai signalé déjà, les interruptions et les reprises de fonctionnement sont relativement aisées. Les interruptions lui permettent donc d'analyser tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, de raisonner à partir de là, de voir si d'autres étapes auraient été plus intéressantes, et éventuellement de reprendre le traitement en éventuellement ayant modifié un certain nombre de ces modules et qui vont être efficaces tout de suite. Et puis ça permet également une explication et une méta-explication. L'explication, l'être humain est aussi capable de la donner. On sait quelles étapes on a fait, mais on ne sait pas, comme je l'ai dit, toutes les raisons pour lesquelles on a pensé à ces différents éléments. Donc pour gérer cette méta-explication, CAIA construit systématiquement une trace de tout ce qu'il a fait et raisonne à partir de ces traces. Également la possibilité de mettre en œuvre une méta-combinatoire, parce que chaque méthode, chaque module de CAIA est associé à des déclencheurs potentiels qui explicitent dans quelle situation on va pouvoir les utiliser, des conditions qui peuvent éventuellement interdire l'utilisation de ces processus, et des priorités qui déterminent, s'il y a des ambiguïtés entre plusieurs modules possibles, qui déterminent quand il vaut mieux utiliser telle ou telle méthode. Mais on a aussi donc une combinatoire sur les méthodes elles-mêmes, ce qui permet également d'avoir des explications. Alors, Pittrat donne un exemple un peu artificiel, certes, mais trouver tous les nombres m et n positifs inférieurs à 10 puissance 18, tels que 4m plus 3n2 égale 817, je ne sais plus quoi, etc. Donc par la combinatoire, on va essayer tous les nombres n
essayez de vous calculer 817 moins 3n2 et voir si c'est divisible par 4m. Avec la combinatoire, simplement, on peut raisonner en se disant que ce nombre-là est inférieur, enfin que 3n2 plutôt, est inférieur à ce nombre-là, puisqu'il est 3n2 moins 4m. Et donc, il suffit de regarder les nombres n inférieurs à 100 milliards, je crois, quelque chose comme ça. Mais CAIA fait beaucoup mieux. Il démontre que n est pair, donc n2 est un multiple de 4, donc 4m plus 3n2 est un multiple de 4. Comme ce nombre-là n'est pas un multiple de 4, il n'y a pas de solution. Donc c'était pas la peine de faire quelques milliards de tests pour se rendre compte effectivement qu'au niveau d'un méta-raisonnement, on peut très rapidement avoir une réponse à cette question. Immortalité, bon là on sort un petit peu des questions de conscience, mais c'est le fait qu'il est très facile de reproduire un système. Donc on peut avoir différentes copies, soit identiques pour tester des problèmes différents, ou des copies légèrement différentes pour voir quelle serait la plus efficace. Cela permet des prises de risques, puisque le programme du coup est pratiquement immortel, donc il peut risquer n'importe quoi, ce qu'en général l'être humain évite. On peut donc tester différentes variantes, et puis on peut avoir des copies différentes qui s'adaptent aux différents problèmes. Alors, je peux parler encore de questions de morale. Donc, comme je l'ai dit, c'est nécessaire pour l'autonomie. Hein. Ça donne une capacité de s'enrichir de sa propre expérience, en sachant que telle action, tel choix qu'on a effectué est efficace ou ne l'est pas. Pour ça, bien sûr, un modèle respectif est nécessaire. Il faut respecter des valeurs et des principes qui sont éventuellement évolutifs chez l'homme. Donc Jacques Pittrat souligne qu'il y a 3 niveaux de ces valeurs et ces principes. Au niveau de l'individu, au niveau du groupe de personnes, puis au niveau de l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas forcément les mêmes. En revanche, pour l'instant en tout cas, ces valeurs et ces principes sont fixes et peuvent être différents de ceux de l'homme chez les machines. Néanmoins, si on parle de singularité, on peut se demander si des machines seront capables de modifier elles-mêmes leurs propres valeurs et leurs principes. D'où certaines inquiétudes qu'on trouve dans la science-fiction avec les films d'horreur. Et le fait que du coup, on a une impossibilité de prévoir tous les comportements d'un programme d'IA, puisqu'on ne sait pas comment il va évoluer, puisque c'est lui qui va se modifier, et donc il peut évoluer de façon qui ne serait pas conforme à ce que l'on souhaite. D'où la nécessité d'une surveillance robuste, problème de validation, ce qu'on n'aime pas trop justement en général en informatique, où on aime bien avoir des mécanismes qui sont validés, qui sont bien, en particulier dans le domaine de l'aviation par exemple, c'est plus prudent, mais on n'est pas sûr d'avoir un contrôle efficace dans toutes les situations. Alors pour conclure, sur quelques idées encore donc de Jacques Pittrat, l'IA a un potentiel absolument énorme, mais il faut faire des implémentations et beaucoup d'expérimentations qui sont nécessaires. Ce qui pose 2 problèmes importants. Comme on l'a dit, est-ce que l'intelligence humaine est suffisante pour réaliser ce genre de programme? Et puis la structure de la recherche qui n'est pas adaptée à ce type de développement. En particulier parce que le temps consacré par les chercheurs qui sont en général un petit peu bouffés par les tâches administratives, est insuffisant. Et puis, c'est forcément des recherches à long terme. Donc, une thèse qui se fait en 3 ans maximum, c'est souvent insuffisant.
Il faudrait des recherches. C'est pour ça que c'est peut-être dommage d'avoir abandonné la thèse d'État où on pouvait avoir des recherches en 7 à 10 ans. Et donc, il y a néanmoins un espoir qui est donc du côté des sciences cognitives et dans l'amorçage, mais comme il le souligne donc dans son article du numéro 100 de la revue de la FIA, ça reste une perspective à 100 ans. Donc pour lui, c'est pas pour demain que nous verrons des programmes évolutifs et, entre guillemets, conscients.